choisissons la santé, pas la haine. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va s'informer sur une nouvelle exposition qui arrive très bientôt au Musée canadien de la nature. Elle s'intitule Bibite vivante et vous allez être très étonnés de voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Je vais aussi m'entretenir durant cette émission avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. Avec lui, il sera question des blessures au coude, comment les prévenir et surtout comment les guérir rapidement. Et tout de suite, pour commencer, je m'entretiens avec Madame Jeannette Muzenga du Centre pour femmes toxicomanes Amétis. Et avant l'émission, Madame Muzenga, on en parlait, vous et moi, des différentes statistiques qui se trouvent sur votre site web. Je vais les lire et puis on va en faire une discussion. J'ai lu, et ça m'a un peu choqué, qu'environ 67% des femmes ayant des problèmes de toxicomanie ont également un trouble concomitant de santé mentale. Ça fait réfléchir ce genre de statistiques là parce que on est tellement prompt à juger sans savoir qu'est-ce que la personne en face vit. Oui, certainement. C'est ce qui se passe malheureusement dans la communauté. Et quand on voit des personnes aux prises avec la consommation de substances psychoactives ou bien qui s'apprennent au jeu, on a toujours tendance à juger, mais avec les centres améthystes, notre approche, c'est surtout, on n'essaie pas on ne juge pas et puis on ne blâme pas et on ne dissocie pas la consommation ou bien l'emprise au jeu des femmes différentes. On dissocie ça, on ne peut pas dissocier ça des conditions même de la femme, de l'injustice, de l'iniquité de la femme dans la société et surtout des violences sexistes. Et c'est pour cela que nous avons une approche assez holistique, faisant aussi, on fait attention surtout au vécu de la personne. Définitivement. Je suis très d'accord avec vous parce que, veut pas, là, chacune des femmes transporte une certaine histoire quand elles tombent dans ce genre de pratique. Là, c'est clair qu'il y a quelque chose qui a créé ça. Et puis, vous avez mentionné, et je l'ai même vu aussi sur le site web, vous parlez d'une femme qui aurait peut-être vécu de la violence physique, émotionnelle ou même sexuelle qui pourrait la pousser à avoir ce genre d'action-là. Oui, et effectivement, avec nos thérapeutes très expérimentés dans ce domaine, ils essaient vraiment d'avoir une approche holistique de la consommation. On ne juge pas, on ne blâme pas, mais on accompagne. Et on essaie vraiment de faire ressortir à la personne les forces en elle pour pouvoir faire des choix judicieux et se libérer de la consommation. Donc, notre approche, elle est tout à fait vraiment unique parce que c'est une approche où nous essayons de voir quelle est la relation, pourquoi cette relation de la consommation ou bien du jeu avec le vécu de la personne. Wow. Ça doit demander... Et c'est ça notre approche. Et la personne se sent aussi à l'aise. Nous avons... Nous essayons d'offrir un milieu vraiment sans oppression. On va parler d'un milieu sécuritaire que vous essayez d'offrir à ces femmes-là parce qu'il faudrait qu'on le dise, Jeannette, c'est vraiment pas facile en tant que femme qui vit des défis de se dire, venir à un centre là, et puis dire, écoutez, moi, je fume ou je prends des substances depuis tel nombre d'années, j'ai besoin d'aide. Ça demande une telle force là pour faire ça? Oui, ça demande une force et nous sommes vraiment préparés pour ça. On les met vraiment à l'aise et si vous pouvez arriver à notre centre, c'est un centre où tout le monde retrouve sa place. On mange ensemble, on est là, c'est une autre vie. Et c'est ce que je peux vous dire. Parfois, à cause de cette approche-là, nous gardons vraiment nous le gardons vraiment nos clientes pendant peut-être
un peu plus longtemps parce que nous essayons vraiment de diguer, de les accompagner. Et chaque personne a son cheminement, dépendamment du vécu qu'elle a eu. Là, il va nous rester juste 45 secondes. Là, s'il y a un seul mot qui vous vient en tête quand je vous parle de votre travail, ça serait quoi? Sans jugement, sécuritaire et féministe. C'est tellement bien dit, sans jugement, féminité et sécurité, je pense. Pour l'instant, là, je vais vous garder avec moi. Je vais inviter les gens qui nous regardent, parce qu'on va aller à une pause, je vais inviter les gens qui nous regardent à aller visiter votre site web. Il y a tellement de belles informations sur ce site web-là, donc le www.amétis-ottawa.org. Et juste après la pause, on va discuter des différents programmes et services qu'offre le Centre Amétis, mais aujourd'hui, on va parler d'une très bonne nouvelle concernant ce centre-là. Ils ont une désignation super importante. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Cette semaine, on reçoit M. Guy Thibodeau qui va nous conter ce qu'on peut faire avec 3 poêles de loup. Fait que c'est le père qui vous dit, vous passerez faire un tour. Viens que je te raconte. Dimanche, 21h, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur le pourquoi de l'existence du centre Amétis, qui est un centre pour femmes toxicomanes. Et toujours avec moi, Madame Jeannette Muzinga. Et avant la pause, on parlait de votre approche holistique que vous offrez aux femmes. Est-ce qu'on pourrait aller plus en profondeur et savoir comment ça se passe concrètement? Comment ça se passe? Nous recevons des femmes qui, au début, elles-mêmes pouvaient donc se référer, mais pour le moment, nous passons par un service d'accès au rétablissement. Nous recevons aussi des références venant de l'hôpital royal. Et les femmes, pour ce qui est des femmes enceintes et les femmes qui sont référées par les services pénitentiaires, ils peuvent venir directement au centre Amétis. Et là, nous avons des thérapeutes. Et nous avons 2 thérapeutes. Pour le moment, nous avons des thérapeutes francophones qui sont là et qui prennent en charge les femmes qui sont aux prises avec la consommation et qui voudraient mettre fin à leur consommation. Wow. C'est intéressant ce que vous êtes en train de dire là, parce que ma prochaine question avait rapport avec ça. Vous allez dans les centres pénitentiaires, vous avez des partenaires avec lesquels qui peuvent vous référer des femmes là, parce que sur le site web, là, c'était écrit que moins de femmes cherchent à avoir, il n'y a pas beaucoup de femmes qui cherchent à avoir du soutien. Donc, moins de femmes par rapport aux hommes, quand elles ont un problème en matière de toxicomanie, elles ne vont pas chercher de l'aide. Et le fait d'avoir des partenaires, ça doit être quelque chose de gagnant-gagnant pour vous. Oui, il faut dire aussi parce que quand on voit le problème de la dépendance, c'est plus facile. La société tolère facilement qu'une personne mâle, qu'un homme puisse dire « j'ai le problème de consommation ». Mais pour une femme ou bien toute personne qui s'identifie comme femme, c'est mal perçu par la société. Et pour cela, les femmes ont beaucoup de problèmes
de pouvoir chercher donc de l'aide. Et pour cela qu'on parle de stigma. Et ça, c'est quelque chose pour lequel nous luttons. Et nous sommes vraiment engagés même dans un mouvement pour lutter contre le stigma. En tout cas, vous faites la stigmatisation vous faites bien là. Surtout de la femme avec leur consommation de substances psychoactives ou les jeux. Puis quand on parle même de santé mentale, là, déjà, il y a une grosse stigmatisation qui naît. Donc, en plus de ça, ajouter la toxicomanie ou bien la dépendance à une substance, là, c'est trop gros pour une femme. Là. Le monde verrait comme, oh, c'est une mère de famille qui fait ça, mais souvent, elles ont besoin d'aide. Et parmi la description de vos services, là, je vois que l'éducation et la sensibilisation a une grande place. Comment vous le mettez en œuvre? Oui, pour le centre Améthyste reconnaît que ce n'est pas tout le monde, toute femme qui consomme ou bien qui s'attelle au jeu, qui a besoin d'une thérapie ou qui cherche une thérapie. Mais nous avons maintenant des ateliers dans la communauté où ce sont des ateliers de santé et bien-être où nous essayons d'aider les femmes avec des outils, des stratégies d'adaptation saine pour faire face aux défis de leur vie. Et c'est ainsi que nous sommes aussi très impliqués dans la communauté, dans tous les mouvements aussi de violence sur le sexe, l'iniquité à l'égard de la femme dans la société. Et tout ça, ça fait partie de notre action comme à Centre Améthyste. Donc, on a d'abord le traitement et on a aussi la prévention. Et puis, nous avons aussi la promotion de la santé et on a aussi les mouvements, comme les mouvements au niveau national, au niveau communautaire et puis aussi au niveau provincial, à ce qui a trait avec la violence faite à la femme. Écoutez, je suis contente de vous parler parce que je me rends compte que les partenariats que vous faites là, c'est des partenariats très stratégiques parce que vous avez des partenariats avec des organismes qui pourraient accueillir des femmes qui ont aussi une dépendance à la toxicomanie parce que quand on parle d'un organisme qui protège les femmes ou bien qui accompagne les femmes qui vivent des violences sexuelles, ces femmes-là, elles sont sujettes à consommer plus tard. Donc directement, si vous avez un partenariat avec ces gens-là, c'est gagnant-gagnant. Je pense que c'est pour ça que vous avez appliqué pour la désignation pour les services en français? Oui, la désignation, ça c'est vraiment un grand accomplissement parce que nous sommes toujours sensibles aux besoins de la population et surtout la minorité. Oui. On a trouvé qu'il fallait, comme on a une minorité francophone aussi parmi les clients dans la communauté et nous voulons vraiment comment satisfaire les besoins de cette communauté en matière de consommation. C'est ainsi qu'on avait déjà ce programme bilingue, mais on voulait vraiment que ça soit vraiment reconnu. Et pour cela, nous avons travaillé très dur pour satisfaire aux 34 critères de désignation pour être désigné. Et ce n'est pas seulement un service francophone, mais c'est tout l'organisme qui est devenu désigné. Au niveau du membre du CA, nous avons aussi une certaine francophonie, au niveau de notre programmation et au niveau vraiment de l'accueil, et au niveau de staff. Et tout, nous avons vraiment, il y a une présence de francophonie là-bas. Donc, c'est un ensemble. Donc l'organisme maintenant est désigné et puis nous avons une certaine redevabilité à notre clientèle et aussi au gouvernement. C'est pour dire que c'est du sérieux et nous sommes très contents vraiment de cet accomplissement. Et puis, vous voulez remercier certaines personnes qui vous ont accompagné dans tout ce processus-là. Vous m'avez confié que ce n'était pas facile, mais vous y êtes arrivé avec une grosse équipe qui vous accompagnait. Oui, c'est pour ça que je ne pouvais pas m'arrêter à remercier les réseaux de services de santé en français de l'Est de l'Ontario qui nous ont vraiment beaucoup accompagnés. Et surtout aussi, je remercie aussi le membre de notre CA qui nous ont beaucoup aussi aidés dans ce cheminement.
Écoutez, c'est vraiment, ça me fait plaisir de vous parler aujourd'hui là parce que je vois que c'est un centre là qui va aider beaucoup de femmes, en tout cas si elles veulent participer aux différents services que vous offrez. Donc pour une femme qui nous regarde en ce moment, qui pense avoir des problèmes de toxicomanie, comment elle entre en contact avec vous? Juste avec un site web ou un appel? Un appel, moi j'encouragerais la personne à faire l'appel. Quoique nous passions par un service centralisé, mais prendre le téléphone, faire l'appel au 613-563-0363 et il y a notre personnel qui est là pour faire la navigation. Il va faire le réseautage avec la personne pour voir comment est-ce qu'elle peut naviguer le système et comment est-ce qu'elle peut arriver à accéder à nos services. Prendre seulement un téléphone, nous sommes ouverts de lundi à vendredi de 8h30 à 16h30. Merci beaucoup, Madame Uzenga. Et puis, comme je vous l'ai dit, là, vous venez quand vous voulez sur le plateau pour nous partager vos beaux projets. Bonne journée. OK, merci. Et puis, on vous remercie aussi sincèrement pour cette opportunité. Merci beaucoup et bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, si vous voulez avoir plus d'informations sur le centre Améthyste, ça sera au www.améthyste-ottawa.org. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va rencontrer notre physiothérapeute Arthur Coinco qui ne sera pas seul à l'émission aujourd'hui. Vous allez voir, il a un invité surprise. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Soit pleine ou dorée, en croissant ou caché, dans ce nuage de neige, elle joue au sortilège. Il aimerait l'embrasser, avec elle s'éclipser, s'attardant au mystère, au loin dans l'univers. De l'aube au crépuscule, il soupire dans sa bulle pour sa belle minuit, sa Jeanne d'Arc éblouie. En un quart de lumière, elle revient comme hier pour bercer ses malaises, ses douleurs qui lui passent. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant avec notre physiothérapeute Arthur Coinco des blessures au coude. Des blessures au coude et puis je pense qu'il a... Arthur, c'est qui notre ami? Aujourd'hui, c'est qui? Arthurette ou Arthur Junior? Arthur Junior. OK. Alors, aujourd'hui, j'ai essayé de enseigner tennis, mais il n'y a pas assez de muscles. Alors, il faut faire le renforcement avant. OK. Ça, c'est bon, ça, parce que je pense que la saison arrive bientôt, le tennis, le golf et tout. Donc, tu as dit que tu voulais en parler. On va commencer par les blessures communes au coude. Ça serait quoi que quelqu'un pourrait se faire au coude comme mal? Oui, c'est une bonne question. Alors, juste avant, comme toujours, je parle un peu de l'anatomie. Oui, anatomie. Alors, l'anatomie du coude, on a des os et les articulations. Alors, on a ce qu'on appelle l'humérus, qui est cet os ici, en haut. Ensuite, nous avons cet os qui s'attache à l'humérus qui s'appelle l'ulna. Ensuite, nous avons l'autre qui s'appelle le radius. Alors, les mouvements qui font cette articulation, ça c'est le flexion du coude. Flexion, alors, comme ça, extension
et pronation et supination. Alors, ça, c'est la rotation. Et on a déviation radiale, déviation ulnaire. Et tout ça veut dire que cette articulation, c'est important pendant la fonction. Alors, quand on mange, quand on coupe des choses, quand on se travaille sur l'ordinateur, alors le coude, c'est une articulation qui est très importante. Alors, à cause de cette importance, on peut développer des problèmes ou des conditions si on ne fait pas d'attention sur des exercices, des choses comme ça. Alors, les blessures qui sont communes au coude par rapport au sport, on les appelle une tendinite ou épicondylite latérale. Alors, c'est ici. Et ça arrive aux gens qui jouent au tennis ou même des personnes qui travaillent beaucoup avec des mouvements répétitifs, comme d'utiliser le marteau, de faire la construction et tout ça. Okay. Et par contre, l'autre côté, on appelle ça épicondylite médiale ou tendinite de golf. Alors, on a un problème pour les joueurs de golf et aussi un problème pour des joueurs de tennis, mais ce n'est pas nécessaire d'arriver pour ces joueurs-là. Ça peut être à n'importe qui. Est-ce que quelqu'un qui s'échauffe, on va dire, avant de faire son tennis ou son golf, là, peut subir ça, les différentes blessures que tu as mentionnées tantôt? Mais c'est vrai que c'est important de faire un réchauffement. Oui. Ça va nous aider à réduire l'impact sur les articulations. Les muscles seront plus réchauffés, plus de flexibilité. Alors, ça réduit la chance de subir un problème comme ça. Mais tu peux avoir ce problème si tu pratiques trop, si tu as une mauvaise technique. Alors, il y a des choses qu'il faut corriger pour réduire la chance d'avoir un problème. Alors, c'est quoi qu'il faut corriger pour réduire la chance d'avoir ce genre de problème-là? Parce que ça doit faire mal, ça. Ouf. Oui, c'est ça. Alors, juste de connaître les mouvements. OK, alors le mouvement comme le coude. Alors, les deux mouvements qui sont importants, c'est la flexion. Et l'extension du coude. Ouais, alors ça, c'est plus pour le coude. Alors, juste de faire les mouvements comme ça, de faire une petite évaluation de soi-même, juste pour voir, est-ce que j'ai une limite? Il y a des gens qui travaillent beaucoup avec les coudes fléchis comme ça. Des fois, ça cause comme une contracture ou une tension au biceps, les muscles ici, ou certains muscles aux avant-bras. Alors, si on reste comme ça pour toutes les journées, peut-être en faisant l'extension, on manque de l'extension. Alors, pour cette raison, il faut faire comme des exercices d'étirement en extension. Exact. Tu les gardes 30 secondes, tu vas sentir un bon étirement au biceps. Par contre, si, par exemple, on travaille beaucoup avec les coudes avec extension, beaucoup d'extension, étendu comme ça, peut-être c'est mieux de faire des étirements en flexion, comme ça, et ça va étirer les muscles en arrière qui s'appellent les triceps. Alors, dépendant, qu'est-ce que tu fais pendant la journée, tu dois avoir comme le mouvement complet, soit en flexion et extension. Ça, c'est plus pour le coude. Pour l'avant-bras, c'est plus comme pronation et supination. Tu peux faire les mêmes sortes d'étirements. Je ne sais pas si c'est moi qui ne le fais pas bien. Tantôt, quand tu as dit de faire ça, je sens la pression, ça étire. Mais pour ce geste-là, je ne sens aucune pression. C'est normal? OK, alors tu commences comme ça. OK. Mais parce que le muscle, le triceps, parce qu'il y a l'attache, il s'attache ici au coude, mais ça continue jusqu'en arrière. Alors, si tu lèves... Ah oui, OK, là, oui, OK. OK. Alors, c'est bon de faire les étirements, mais c'est aussi important de voir un spécialiste ou un physiothérapeute qui peut t'aider à faire des modifications pour les étirements ou les exercices. Alors, je pense qu'on pourrait commencer avant la pause avec un exercice que tu veux nous proposer. Ah oui, c'est sûr. Alors, un exercice, tout le monde a un marteau chez eux.
Alors, un exercice qui est très fonctionnel, qui est très important, si par exemple tu as ton marteau, tu veux juste faire le mouvement de pronation et supination, comme ça. OK? Ça, c'est important. Tu peux aussi faire des mouvements soit au poignet, parce que les muscles au poignet ont un impact sur comment fonctionne le coude. Et avec ce même marteau, je vais juste tourner à côté comme ça, tu veux faire le mouvement comme ça, en flexion et extension. OK. Ça, c'est très utile. Tu peux faire ça à la maison. Ça, c'est excellent. Et j'ai des exercices qui sont plus spécifiques pour le tennis et pour le golf aussi. Arthur, moi, j'ai pas de marteau chez moi à la maison. Qu'est-ce que je pourrais utiliser pour remplacer le marteau? OK, alors, si tu n'as pas un marteau, as-tu comme une casserole? Oui. Quelque chose qui a comme une prise? Oui. OK, alors là tu le gardes la prise et ensuite tu fais le même sort de mouvement. OK. Une casserole comme ça c'est assez. Merci beaucoup, Arthur. Je te garde avec moi. On va prendre une pause et juste après la pause, on va continuer avec les exercices pour prévenir les blessures au coude. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Quand je prends mon temps, puis que je pars en retard, j'ai rien qu'à blâmer le char. C'est très important que tu t'éparpilles, pas que tu te commettes, puis que tu t'y mettes avec tout ton entrain. C'est pathétique quand je parle, pareil comme le patron de qui je fais l'affaire, à qui je beurre le pain. Plus que n'importe quand, avant que la routine me rattrape, je me paye le luxe d'une coupe de table de plus sur le cadran. C'est tellement important. Y'en a quelques-uns qui se mouillent, d'autres engraissent la trouille. Ceux-là se pissent dessus puis disent après que ça sent drôle. Ceux qui tirent les fils, ceux qui fouettent le troupeau. Y'en a qui gobent la pilule et les autres qui pensent pas trop. Cours tant que tu veux après ton trognon de mirage. Ni le bâton ni la carotte vaut de monter dans le carrosse. Je garde le regard sur la route. Moi du corps j'en prends moins, mais je le prends plus égal et je le conduis des deux mains. C'est tellement important. En souffrance, la ceinture serrée dans mes ganses. C'est pas inquiétant, j'ai pas pantoute l'âme à m'en faire. Fait que la nuit dernière, je me suis compacté avec Satan. Pas de cancer, c'est le paradis sur terre. Mais là, c'est-tu la crise de panique qui réalise qu'on est peut-être déjà à demi-mort quand on est plus. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On continue toujours nos exercices avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. On parle aujourd'hui des blessures communes au coude. Et puis, je pense que ça, c'est un genre d'exercice que tu veux nous faire faire? Ben, c'est sûr, c'est un excellent exercice pour la coordination avec les mains et les yeux. J'ai 2 balles de tennis et une balle de golf. Alors, très important. La prochaine fois, je vais utiliser 4 balles. Wow! Et moi, je ne pense pas que cet exercice-là, il va fonctionner avec moi. Là, non. Je ne suis pas tellement stable à faire ça. Tu sais, avec les exercices, ça doit avoir beaucoup de plaisir en faisant ça. Si on pense que les exercices vont aider et s'ils sont plaisants, alors on va le faire. Si on juste donne des exercices, on écrit sur un papier, on leur donne, je ne sais pas s'ils vont le faire. Et ça, c'est ce que je note à la clinique. Alors, je dois être comme très créatif avec mes exercices. Alors, ce que tu voulais faire là, ou bien ce que tu vas faire avec la balle, là, ça travaille lequel des côtés du bras? Ben, aussi, alors, même si je juste commence avec une main, alors si avec la balle de tennis, juste en faisant comme ça, juste de changer, comme ça, juste en faisant cet exercice, là, ça entraîne ou ça renforce un peu les muscles, les biceps, parce que mes coudes vont se fléchir comme ça, dans ce mouvement de flexion. Mais si je veux mettre plus d'extension, alors ce que je peux faire, c'est juste de lancer la balle et de laisser la balle comme frapper sur un mur, ça va bondir
ensuite je l'attrape. Juste de faire cette sorte de mouvement, je peux alterner comme ça. Ça, c'est un exercice qu'on peut faire soit au sous-sol ou avec un mur, où il y a un plancher et tout ça. Alors ça, c'est un exercice qu'on peut faire. Okay. Malheureusement, on ne peut pas faire ça avec la balle de golf au mur parce que peut-être ça va briser le mur, mais on peut les faire comme ça, comme l'autre avec la balle de tennis. Ce qui est aussi important, c'est juste d'échauffer les muscles. Alors, tout le monde aime avoir comme un massage. Alors, on peut le masser avec l'autre main comme ça, jusqu'au muscle de coude qui s'attache autour. Mais on peut aussi utiliser la balle elle-même. Alors, moi, je vais mettre la balle sur les muscles et je vais rouler la balle comme ça. OK. Et ça va échauffer les muscles, ça va augmenter la circulation un peu. Ça sent bon aussi. Si je suis joueur de tennis, alors là, je vais utiliser ma balle de tennis juste pour réchauffer. Arthur, je fais ça pendant combien de temps? Je réchauffe ça avec le bras avec ma balle, combien de temps? Oui. Alors, passe au moins 1 minute à chaque côté. Et tu peux, c'est pas trop difficile. C'est sûr, avant que tu pratiques ou avant que tu joues au sport, c'est important de le faire. Mais si tu as comme une prescription, juste de faire ça au moins 3 fois par jour. Tu prends ça, tu fais ça 1 minute autour d'une coude et une autre pour l'autre côté aussi. Okay. Plus spécifiquement pour le tennis. Alors, c'est important de venir à la clinique pour faire une évaluation, pour voir s'il y a des autres problèmes. Si comme le dos est un problème, l'épaule, les autres parties. Mais si c'est plus le coude qui va faire mal et tu as comme une tendinite de tennis et tu veux renforcer les muscles, alors j'ai inventé un exercice avec, ça c'est une bande élastique, pas beaucoup de résistance. Okay? J'ai mis juste ici en haut sur une corde et je vais mimiquer les mouvements de tennis. On avoir un peu de résistance. Alors, je garde comme ça et je fais le mouvement. On appelle ça le coup droit. OK? Alors, et si je veux faire comme le revers, ça c'est l'autre côté. Alors, je change de position et je peux faire comme ça ou juste avec une main. Et où je le sens, c'est exactement là où est mon douleur. Alors, de faire des exercices de renforcement qui sont spécifiques à la blessure va aider avec la blessure, va aider à maintenir les symptômes, les bons symptômes et de prévenir des problèmes. Pour le golf, on a le bâton de club de golf ici. Alors, j'ai attrapé, j'ai mis une autre bande élastique. Ça c'est vert, c'est un peu plus résistant. Alors, le mouvement, c'est juste de faire le mouvement avec la résistance, comme ça. Alors, je sens la pression ici, la tension. Mais si je veux mettre plus d'emphase à l'intérieur ou la tendinite médiale ou de golf, alors là, je change de côté, je mets la tension, je garde avec ma main gauche, je le tiens avec ma main droite, et lorsque je recule pour faire ma préparation, par exemple, comme ça, alors là, je le sens ici. Ça a l'air tellement facile et puis, je veux dire, tu te dis, mais ça sert à quoi? C'est vraiment rapide, mais ça sert. Si tu en parles, c'est que c'est utile qu'on le fasse. C'est sûr que c'est utile. Alors, tout le monde a une raquette extra pour le tennis. Alors, tu as comme la raquette que tu utilises et tu as l'autre raquette où tu mets la bande élastique et tu le gardes dans ton sac. Même chose avec les clubs de golf. De faire l'échauffement, ça va prévenir d'avoir des problèmes et ça va prévenir de venir pour aller à la clinique pour faire des problèmes, de soigner les problèmes. Alors la prévention, de faire des choses avant, ça va aider beaucoup les gens.
Alors là, on a parlé de la prévention. Il va nous rester quelque chose comme 2 minutes. Mais pour quelqu'un qui s'est fait une fracture, comment il essaie de travailler? Il essaie de soigner même son coude. Oui, c'est aussi une excellente question. Alors, j'ai parlé beaucoup des problèmes comme répétitifs, alors comme une tendinite. Mais si tu as une chute, alors si tu marchais sur la glace, tu es glissante et tu as tombé et tu as cassé un os. Et des fois, une chute qui est très commune, c'est d'avoir un problème ou une cassure, une fracture au radius. OK, alors ça, c'est facile-là. Alors là, tu vas avoir comme un plâtre, tu vas le laisser immobile pour 6 à 8 semaines. Ensuite, c'est enlevé et quand tu viens à la clinique de physio, on va faire évaluation, on va faire des exercices, on va faire la thérapie manuelle. Le thérapeute va faire son traitement pour gagner plus de mobilité et donner des exercices. Alors, il y a des étapes à suivre et après 2 mois, alors maintenant, c'est le temps de faire les exercices plus spécifiques. Mais si une fracture, on commence à guérir, réduire l'enflure et avoir plus de mobilité, un peu plus de force, stabilité. Et là, après ça, on continue avec les exercices plus spécifiques. Okay. Merci beaucoup, Arthur. On va inviter les gens à aller voir ton site web et puis entrer en contact avec toi. Bonne journée. Toi aussi. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, www.prophysiothérapie.com, vous avez juste à rechercher dans le nom des spécialistes Arthur Coinco et vous allez avoir accès à notre physiothérapeute. On va prendre une pause et juste après la pause, on va découvrir ensemble les bibites vivantes du Musée canadien de la nature. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Un peu plus loin là-bas, quelque chose que t'avais mis de côté, mais tu t'en souviens pas. Tu prends plus le temps de me parler, tu ne me vois même plus. Faut dire que je m'en attendais, le dessin prend le dessus. Tiens fort, mais pas le goût de l'amour. Laisse pas tomber ce qui t'appartient pour toujours. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Tu parles de tout, tu parles de rien. Y'a personne qui te comprend. Les mots résonnent dans le fond de ton cœur. C'est moi qui le ressens. T'as plus de couleur dans tes yeux. Tu vis en noir et blanc. Dans un autre monde, sur une autre planète. Dans un autre temps. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va directement au Musée canadien de la nature pour parler de l'exposition Bibites vivantes. Et là, on est vraiment où est-ce que l'exposition va se passer. Avec moi, Daniel Bovin, qui est chef du design. Il a travaillé sur l'exposition. Et puis, il faudrait dire que Bibites vivantes, là, vient comme, je vais dire, une continuité de ce qui s'est passé avec l'exposition Nature vivante. C'est ça, oui. Oui, c'est ça. On a fait une petite métamorphose avec. On l'a descendu, il était au 3e étage du musée. Là, il est rendu un nouvel espace, puis on a rajouté quelques animaux dans l'exposition. Alors, parlez-nous de Bibites vivantes. D'où est-ce que l'idée est venue de compléter ces petites bébêtes-là à tout ce que vous avez? Ben, c'est quelque chose que nos visiteurs tiennent beaucoup à cœur. Les gens aiment beaucoup voir ces étranges créatures. On ne les connaît pas très bien, évidemment. C'est toujours impressionnant quand on apprend, par exemple, qu'il y a au-dessus d'1 million d'espèces d'insectes sur le monde. Si on compare ça
aux mammifères. Il y en a moins que 5000 espèces de mammifères. Donc, il y a une très, très grande variété. Les gens aiment savoir les araignées, les fourmis, tout ça. C'est ça, justement, dans la nouvelle exposition, on a une nouvelle édition. C'est une fourmi champignonnaire. Donc, la fourmi champignonne, elle a un talent de fermier. C'est-à-dire, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va chercher des feuilles et elle vient nourrir des champignons et elles-mêmes se nourrissent de champignons qu'elles font pousser. Donc, nous, on a installé cette petite ferme pour eux. Donc, elles vont chercher les feuilles. C'est des feuilles de mûr, des petits fruits, là. Puis elles viennent les apporter à leur nid, puis elles viennent nourrir les champignons qu'on voit sur l'écran. OK. Là, en ce moment, je vais vous dire la vérité, j'ai fermé les yeux parce que je les voyais. Je les voyais. Oui, ça pique. Oui, ça pique. Mais c'est l'histoire de ces fourmis, là, je l'ai trouvée intéressante parce que j'ai même regardé une vidéo là-dessus sur YouTube, je pense, hier soir. Et puis, elles font un travail extraordinaire, hein? Elles n'arrêtent pas. Ça a pris... On voit ici là, toute cette espèce de projet d'architecture qu'ils ont fait. Ça a pris au moins d'une soirée pour construire tout ça. Ils travaillent très, très fort. Ils gèrent l'humidité, la chaleur à l'intérieur. Donc, c'est des ingénieurs. Ils viennent travailler, puis ils n'arrêtent pas. Ils travaillent très, très fort. Incroyable. Ouais. C'est ça que j'allais poser comme question. Est-ce que vous avez mis au moins les bases de leur environnement là, dans les petits bacs, là, pour qu'elles puissent continuer le travail? Mais c'est elles qui ont fait tout ce qu'on vient de voir, là? Oui, c'est ça. Donc, on commence, ça prend une reine, c'est ça que ça prend le plus, là. Elle est cachée, elle est à l'intérieur d'une des boules, puis elle pond ses œufs. Puis là, toute la colonie, bien, ensuite, va venir nourrir la reine qui va, elle, s'occuper de faire grossir la colonie. Mais c'est ça, on a commencé, on avait la reine, on avait quelques, des petits morceaux de champignons. Puis là, on a créé cet environnement-là dans notre laboratoire, puis là, ça a grossi, puis là, on peut l'installer dans notre exposition. Là. Donc, on la voit là. Ouais. On dit que ces fourmis-là ne peuvent vivre sans ces champignons et les champignons ne peuvent vivre sans les fourmis. C'est quoi le lien? Oui, bien ça, c'est une symbiose entre les deux. On voit ça souvent dans la nature où les animaux ont besoin l'un de l'autre pour vivre. C'est ça, en fait, un écosystème. C'est quand on voit cette interaction-là en différentes espèces. Et la fragilité d'un écosystème, finalement, c'est ça, c'est quand il y a un aspect de l'écosystème qui est en danger, ça peut affecter tous les chaînons de la chaîne alimentaire. Ouais. Alors, les fourmis Donc ici, je vais juste vous montrer vite. Oui. Si on regarde ici à l'intérieur, on leur a fait un petit espace où ils vont chercher. Donc, c'est là qu'ils vont chercher leurs feuilles. Puis là, ils les ramènent sur les petites branches, puis ils les amènent à leur nid. Donc, on peut les voir marcher le long des branches jusqu'à leur ferme. Donc, ça, c'est intéressant. Oui, c'est super intéressant parce que des petits êtres comme ça, les fourmis, c'est vraiment très petit, hein, mais de voir tout le travail qu'elles peuvent faire là. Puis je me demande, je ne sais pas si ma question est bienvenue, mais pourquoi elles sont rouges? Ça, c'est une question que j'ai pas la réponse. On pourrait toujours trouver la réponse pour vous. Je sais par contre qu'on les voit, il y en a plusieurs. Les ouvrières sont très petites, effectivement, mais il y en a d'autres dans la colonie qui sont beaucoup plus grosses. Il y a ce qu'on appelle les majors ou les guerriers ou les gardes de sécurité. Donc, eux s'occupent de protéger la colonie. Eux sont beaucoup plus grosses, ou elles sont plus grosses, et ont tendance à faire plus mal quand on se fait mordre par celle-là. Et la reine elle-même est encore plus grosse. Donc, la reine est très grosse. Les majors sont un peu moins gros et les ouvrières sont tout petites. Donc, on voit une grosse différence. Est-ce qu'elle se fait voir souvent, la reine? Est-ce qu'elle sort de son petit coin-coin? Non, elle est très cachotière. Elle aime bien rester cachée. En fait, toute la colonie fait ce qu'elle peut pour la protéger, la cacher, parce que sans elle, il n'y a plus de colonie. Donc, c'est très important qu'elle reste protégée. Ouais. C'est toute une institution. On devrait observer comment les fourmis fonctionnent là pour pouvoir vraiment prendre des notes pour notre société. Oui. Je voulais savoir pourquoi ce sont... parce que je pense que ce sont elles les vedettes même de l'exposition Bibites vivantes. Pourquoi on les a mis en avant? Ben, c'est assez impressionnant à voir cette interaction-là de tellement d'individus qui travaillent ensemble, qui travaillent en concert pour
nourrir la colonie pour la permettre de survivre et de vivre en santé. Donc, c'est fascinant de les voir travailler si fort et de voir ces différents aspects-là. On a d'autres animaux dans l'exposition, évidemment. Eux sont plus solitaires, donc ils ont tendance à vivre, à s'occuper de leurs propres besoins tout seuls. Mais on a quand même des choses intéressantes à dire d'eux. C'est des animaux bien qui nous paraissent fascinants, surtout les insectes. On a des arachnides ou des araignées qui sont un peu différentes, mais les insectes, eux, qu'on voit dans l'exposition, ils sont dans leur stage mature, c'est-à-dire qu'ils sont dans leur stage adulte. Ils vivent pas très longtemps. Leur travail, c'est de s'accoupler, de faire des œufs et de mourir. Ils sont au dernier stage de leur vie. Ils ont plusieurs autres stages avant, donc la larve, la nymphe, tout ça, donc dépendamment des insectes. Il y a certaines larves qui peuvent vivre plusieurs années, quand on pense à la cigale, par exemple. Et quand l'insecte, finalement, devient au stage adulte, elle sort. Son seul travail, c'est de se reproduire. On voit ça dans les autres insectes aussi. Okay. Daniel, je vais vous garder avec moi. On va prendre une pause. Et juste après la pause, on aimerait ça découvrir d'autres de vos petits amis. Parfait. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Chaleur de ce désert se réalise ta légende et les douleurs sont éphémères et les leçons sont émergentes. La nature, mon ami, a vécu tous les temps. Si l'émotion tu ne sauras jamais comment t'évader, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On ne croit pas se libérer, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On doit se libérer, en solo comme un nuage dans le bleu azur. Mes idées obscures à l'eau, repart à l'aventure, en solo comme un nuage dans le bleu. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rojas. On repart en direct au Musée canadien de la nature avec Daniel Bovin qui est chef du design, qui a travaillé sur l'exposition Bibite vivante. Avant la pause, on a découvert ensemble l'univers des fourmis champignonistes et là, on va découvrir une autre bibite. C'est laquelle? Oui. En fait, je vais vous en montrer quelques-unes. OK. On va commencer ici avec ce qu'on appelle le pachnode à ventre jaune. C'est un scarabée, c'est un petit scarabée. Ça ressemble un peu au scarabée qu'on trouve des fois sur les fleurs. En fait, il y en a partout sur la Terre, des scarabées. Ces coléoptères-là, en fait, c'est parmi les premiers insectes à visiter les fleurs. Entre autres, ils peuvent propager le pollen, donc ça c'est important comme animal. Et c'est aussi un recycleur, c'est-à-dire qu'il aime bien manger les choses mortes, les choses qu'on trouve à terre. Donc, ils font beaucoup de recyclage, c'est très important. OK. Qu'est-ce que vous leur donnez à manger? Oui, on leur donne ici, on voit des fruits, des patates douces, des mangues, des papayes, tout ce qui est sucré, ils adorent ça. On peut aussi regarder, je vais vous présenter un autre de nos petits amis. Okay. On va regarder ici comment elle s'appelle exactement? Elle s'appelle le Cryptogloss verruqueux. C'est un drôle de nom, mais c'est un petit coléoptère intéressant. Il fait semblant d'être mort quand il est menacé. Donc, il se tourne à l'envers et il arrête de bouger. Okay. Il fait le mort. Ouais. Et finalement, juste montrer un dernier ici, de l'autre côté, ou un autre. On aura le temps encore si on peut. Ceux-ci, c'est des psitales épineux.
je dirais que c'est le plus dégueulasse de la bande. OK. Pourquoi? Celui-là il a la mauvaise habitude de piquer sa proie et de lui injecter des enzymes qui vont faire liquéfier sa proie. Puis ensuite, il va aspirer ses entrailles pour se nourrir. Ça, c'est dégueulasse. Wow! Ouais. Une petite affaire comme Lui, ça, on là? ne le ramasse pas souvent. Oui. Oui, ben, il mesure quand même, je dirais, 4 à 5 cm de long. Donc, c'est quand même gros. C'est ça, la diversité, la variété de tous ces insectes-là, c'est quand même impressionnant de voir tous les mécanismes, les adaptations qu'ils ont eues pour survivre et se nourrir dans la nature. Et ce dernier-là, il doit être dangereux pour les humains. Il peut piquer, on n'est pas sa nourriture préférée, Okay. mais on peut quand même, il faut faire attention quand même. Oui, définitivement. Écoutez, en tant que chef du design, là, expliquez-moi comment vous avez eu la créativité pour produire un environnement pareil pour ces bibites-là. Oui, bien, c'est une exposition un peu... on a différents genres d'expositions au Musée de la Nature. Ici, évidemment, en primaire, c'est les animaux. Donc, on veut donner le plus de place possible. On essaie d'effacer l'environnement, l'interprétation, tout ça, et mettre tout ça au service de ces petits animaux-là. Parce que les gens aiment beaucoup voir ces animaux de près. Donc, on pense beaucoup à ça. On pense aux petits habitats, les petits environnements qu'on leur crée pour rendre ça le plus accessible possible. Puis, évidemment, l'information qu'on y rajoute vient soutenir cette expérience-là. Donc, on essaie de garder ça le plus simple possible. Une autre question pour vous, c'est de savoir si vous faites du nettoyage, par exemple, dans les bocaux. Oui, c'est un peu un travail de fermier. Il faut les nourrir, Wow. il faut nettoyer leur environnement, il faut changer le sol. Des fois, il faut nettoyer le sol, il faut changer la terre ou leur mettre des nouvelles plantes. Comme ça, oui. Je ne sais pas si vous avez déjà pu voir des gens qui ont vu l'exposition et qui posent des questions. Je voulais juste savoir, c'est quoi les questions curieuses que vos invités posent souvent au Musée canadien de la nature? Une des questions les plus populaires qu'on reçoit, c'est souvent est-ce que ça pique? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est mortel? Est-ce qu'il y en a chez moi? Qu'est-ce que je fais si j'en trouve un? Ce genre de questions-là. Les gens ont quand même c'est un peu instinctif. Les gens ont peur des insectes. Mais si on les compare on a ici des papillons qu'on a installés ici sur le mur. On a moins cette peur-là de papillons. Oui. Pourtant, c'est des insectes aussi. Oui. 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 C'est sincèrement, je vais le dire, c'est j'ai moins surtout ces peur. questions-là. Oui. Et il y a toujours certains qui veulent les prendre, qui veulent les ramasser. Et ça nous arrive à l'occasion d'avoir des programmes publics et scolaires où on donne cette opportunité-là à nos visiteurs de venir tenir une blatte, une coquerelle ou une araignée dans leurs mains. C'est pas pour tous, mais il y en a qui adorent ça. OK, moi, oui, je suis de l'autre côté, pas pour moi. Pas pour moi, là, je vais crier comme une folle là-bas. Et puis, quand l'exposition va se terminer, là, où est-ce qu'elles vont partir, ces bibites-là? Ben c'est ça. La plupart de ces bébites-là, elles continuent de vivre. On a derrière les fenêtres, de l'autre côté de cette salle, un laboratoire où on s'en occupe. Et on a en fait plus d'espèces, plus d'animaux que l'on voit dans l'exposition. Ça nous permet de rafraîchir l'exposition, de leur donner une petite pause et d'en mettre d'autres en montre pour les gens. Donc, on s'en occupe. Ouais. J'ai vu que durant cette exposition-là, il y a une chasse au trésor. Je pense que c'est pour les plus jeunes, pour les encourager à travailler aussi avec vous, parce que c'est une bonne activité pour eux. Est-ce que ça se fait au musée, ou bien je peux le faire de la maison? Oui. Oui, c'est une activité qu'on fait sur place. Donc, ça encourage les enfants ou les gens, tout le monde peut jouer, à chercher ces indices-là, à essayer de trouver les réponses partout dans le musée. Donc, il y a quelques petites bornes, quelques petites réponses qui se trouvent dans cette exposition-là. Donc, ouais, ça rajoute à l'expérience.
Je pense que vous avez eu plaisir à faire cette exposition-là, parce que vous êtes très à l'aise. Moi, en tout cas, pas pour l'instant, là, je ne serais pas à l'aise, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai vu les fourmis, là, tout à l'heure, je suis comme, ouf. Ben, moi, je suis pas le technicien qui doit les prendre moi-même. Oui. Je veux dire qu'il y en a aussi qui peuvent être surprenants. Je ne sais pas si on a le temps de regarder un dernier insecte ici, mais la nymphe qu'on voit ici, elle s'appelle un phasme géant. C'est un phasme énorme qui mesure au moins 15 cm ou 10 à 15 cm. Ça, c'est la femelle. La femelle est beaucoup plus grosse que le mâle. Le mâle, on le voit juste par-dessus, qui est brun, là. Et celle-là, quand elle se sent menacée, elle va souffler. Elle va faire comme un espèce de son assez épeurant. Puis quand elle peut ouvrir ses ailes, elle a des ailes. Quand les ailes Daniel, sortent, si vous m'entendez et que vous me permettez, je vais vous garder avec moi pour la fin de l'émission. On se voit juste après la pause. D'accord. Entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Tous les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On est toujours en direct du Musée canadien de la nature et on parlait de l'exposition Bibites vivantes. Ma question pour vous, Daniel, c'était de savoir l'exposition, elle sera disponible jusqu'à quand? Ben, en fait, c'est une exposition permanente. Donc, elle va être ici en permanence pour très longtemps, on espère. Donc, plusieurs années, c'est sûr. Donc, ça fait partie de l'admission générale. Quand vous venez au musée, vous pouvez accéder à cette exposition-là. Ouais. Là, vous vous retrouvez où? Il va nous rester 20 secondes. Vous vous retrouvez où? On est dans le solarium. Donc, il y a une deuxième salle où on peut accéder. On a d'autres animaux à voir. Il y a des plantes. C'est très joli. C'est très relaxant. Ça me donne l'impression d'être dans le sud. Merci beaucoup, Daniel, pour cette belle visite. Merci. Et puis, on va inviter les gens à visiter votre site web pour avoir accès à l'expo. Bonne journée! Parfait. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, www.nature.ca, c'est le site web du Musée canadien de la nature. C'est là que vous aurez toutes les informations concernant l'exposition Bibites vivantes. Et nous, on a eu l'occasion de les voir en live là tantôt. Je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. On se retrouve demain à partir de 11h. Et demain, je vais m'entretenir avec plusieurs invités. Parmi ces invités-là, Treva Cousineau, qui nous fera le point sur les avancées des dossiers concernant l'organisme Dialogue Canada. À demain. Bye-bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble.
Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada.